profite de la vie puisque la mort n'est rien pour toi. Pourquoi la mort n'est rien pour toi? Parce que quand tu es vivant, tu n'es pas mort, et quand tu es mort, tu n'es pas vivant pour te rendre compte que tu es mort. Merci bien. Qu'est-ce que la philosophie antique? Évidemment, je ne peux pas répondre à cette question en 15 minutes, enfin 14 minutes 30. Je ne peux pas y répondre pour beaucoup de raisons. Et ce serait même, j'excéderai mon temps de parole en vous expliquant toutes les raisons pour lesquelles je ne peux pas répondre à la question. Je ne peux pas y répondre, évidemment, pour une raison triviale que chaque chercheur en philosophie antique a sa vision de la discipline, et qu'il serait évidemment complètement présomptueux de dire que ma vision est la vision qui doit s'imposer pour l'histoire de la philosophie antique. Je ne peux pas y répondre pour une raison plus interne au sujet, qui est qu'on peut s'interroger sur le singulier, sur le là de la philosophie antique, et on peut se demander dans quelle mesure il n'y aurait pas plusieurs philosophies antiques, ou tout au moins donc autant de philosophies antiques qu'il y a de grands systèmes de philosophie antique. Ce n'est pas simplement rhétorique, c'est une vraie difficulté pour l'historien de la philosophie antique, mais c'est aussi ce qui fait la richesse de sa discipline, c'est-à-dire fondamentalement comprendre le rapport entre l'unicité de la discipline, l'unicité d'un champ qui fait que les différents acteurs de ce champ peuvent dialoguer et polémiquer entre eux, et en même temps le caractère malgré tout irréductible des différents systèmes les uns par rapport aux autres. Donc aujourd'hui, je voudrais, pour présenter de manière très brève et aussi synthétique que je pourrais l'histoire de la philosophie antique, je voudrais faire un parcours à rebours en quelque sorte, c'est-à-dire me donner la façon dont la philosophie antique se présente à ceux qui l'ont reçue directement, c'est-à-dire fondamentalement les Byzantins, et à partir de là, rétrograder, si je puis dire, vers les commencements de la discipline. Alors, les Byzantins, au 8e siècle, 9e siècle, héritent d'un corpus de textes. Et fondamentalement, notre philosophie antique, c'est ce corpus de textes dont les Byzantins héritent. Ce corpus de textes, c'est ce que l'école d'Alexandrie, l'école philosophique d'Alexandrie, à la fin de l'Antiquité, leur a transmis. C'est-à-dire ce sont des gros manuscrits qui contiennent fondamentalement les œuvres de Platon, les œuvres d'Aristote et les œuvres de commentateurs de Platon et d'Aristote. C'est-à-dire qu'à la fin du VIe siècle, au moment où l'on passe de l'Antiquité au tout début du Moyen-Âge, le choix, la restriction dans le corpus de philosophie antique est déjà fait. C'est-à-dire qu'il y a eu dans l'Antiquité énormément, des centaines d'obscurs, de sans-grades en philosophie antique, dont on ne connaît plus aujourd'hui que les noms, et nous avons beaucoup de noms, des centaines, donc c'est dire la masse de personnes qui se sont occupées de philosophie dans l'Antiquité. L'Antiquité tardive a déjà sélectionné dans ces centaines de noms quelques rares personnes. Pour vous donner une idée, les Byzantins ont 5 corpus plus ou moins complets, je n'entre pas dans les détails, de philosophes anciens. Les Byzantins ont Aristote, les Byzantins ont Platon, ils ont Plotin, ils ont Marc Aurèle, ils ont Sextus Empiricus. C'est fondamentalement le corpus complet de philosophie antique à Byzance. Cela s'explique pour des raisons fondamentalement scolaires, mais pas seulement. Ça s'explique aussi pour des raisons idéologiques, et dans cette idéologie, le christianisme a eu un rôle fondamental. Pourquoi ? Parce qu'il a fallu, à partir du IIIe siècle, à partir du moment où le christianisme devenait très puissant, il a fallu constituer la philosophie elle-même en système théologique. Il a fallu unir les forces dogmatiques, en quelque sorte, de la philosophie pour pouvoir présenter un front unique contre le christianisme de plus en plus envahissant et bientôt triomphant. C'est ce qui explique le programme du philosophe Porphyre au IIIe siècle, qui va innerver toute la philosophie postérieure à Alexandrie, donc le programme d'une concorde de Platon et d'Aristote. Je ne dis pas que par tous les aspects Platon et Aristote divergent, je dis simplement que dans le choix porphyrien d'accorder systématiquement Platon et Aristote, il y a une véritable décision théorique. Porphyre lui-même, au IIIe siècle, travaille à partir d'une philosophie qui s'est déjà constituée en commentaires. Alors, on pourrait objecter qu'à partir du moment où il y a commentaires, il y a d'une certaine manière mélange des écoles philosophiques. Un professeur, il enseigne ci, il enseigne ça, il n'est pas forcément exclusif. C'est un petit peu faux. Les commentaires à Aristote et à Platon avant Porphyre sont des commentaires d'un genre très différent si vous les comparez donc aux commentaires postérieurs à Porphyre. Les commentaires postérieurs à Porphyre cherchent fondamentalement à démontrer l'accord de Platon et d'Aristote. Les commentaires antérieurs à Porphyre, et fondamentalement les commentaires de l'école péripatéticienne, de l'école d'Aristote,
sont des commentaires qui essayent de comprendre ce qui fait le noyau de l'aristotélisme comme doctrine. Et il y a là une différence fondamentale, c'est-à-dire que vous passez d'une philosophie de commentaires, donc Alexandre d'Aphrodise au IIe siècle en particulier, au IIe siècle de notre ère, une philosophie de commentaires qui cherche à discerner ce qui constitue véritablement l'essence d'une philosophie, c'est-à-dire son cœur doctrinal, son cœur systémique. Vous passez donc de ce système-là à une philosophie qui cherche à accommoder plusieurs types de systèmes qui ne sont pas forcément compatibles. Alexandre, en ce sens, est certes un commentateur, c'est le plus grand commentateur d'Aristote au IIe siècle, il aura une influence fondamentale sur le Moyen-Âge, latin comme arabe. Alexandre écrit des commentaires, mais Alexandre s'inscrit, je pense, dans un climat qui est encore celui de la philosophie hellénistique, c'est-à-dire de la philosophie postérieure à Platon et Aristote, de la philosophie de l'époque, si vous voulez, des royaumes des successeurs d'Alexandre, et en particulier de l'Alexandrie hellénistique. Alexandre, en effet, partage avec ses prédécesseurs hellénistiques, donc des 4 siècles qui l'ont précédé, voire des 5 siècles qui l'ont précédé, Alexandre partage donc cette idée qu'il faut arriver au cœur des présupposés systémiques de la philosophie qu'on étudie et dans le courant de laquelle on se place. C'est fondamental. Alexandre partage avec les stoïciens, avec les épicuriens, ce travail sur le système, c'est-à-dire ce travail qui va toujours plus profond pour expertiser en quelque sorte la cohérence des systèmes. Ce qui fait fondamentalement l'intérêt de la philosophie antique, c'est ce projet systémique, ce projet de compréhension des systèmes, si vous voulez, dans leurs fondements et des fondements aux ramifications. Vous savez que les systèmes de philosophie antique, les systèmes épicuriens, stoïciens et aristotéliciens avec Alexandre, se composent de 3 grandes parties, logique, physique et éthique. Et le travail que s'assignent les philosophes durant cette période consiste précisément à jouer de ces 3 pans de la philosophie, de ces 3 zones philosophiques, pour produire le système global le plus maximalement cohérent. Et en ce sens, c'est l'intérêt de la philosophie antique, en ce sens, donc, il travaille à rendre compatibles les pans éthiques et les pans physiques, en particulier, de leur réflexion. Un exemple parmi beaucoup d'autres, le problème de la mort. Le problème de la mort est abordé de manière très différente selon les points de vue des 4 grandes écoles de philosophie antique, les platoniciens, aristotéliciens, stoïciens, épicuriens. Et la façon dont le problème de la mort est abordé est très profondément liée à la physique et à l'ontologie du sensible que développe chacun de ces grands systèmes. Je m'explique. Pour un platonicien, l'instant de passage entre la vie et la mort n'est rien du tout. C'est-à-dire que ce que Platon appelle l'instantané, en grec l'exaïphnès, n'est rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de conceptualiser le moment de passage entre la vie et la mort. La conclusion éthique ou métaphysique est immédiate pour Platon, elle est tirée dans le Phédon, c'est celle d'une certaine dissociation entre différents plans d'existence. C'est-à-dire que ce qui meurt, c'est ce qui est toujours mort en vous, c'est votre corps. En revanche, ce qui survit, c'est ce qui a toujours survécu, c'est ce qui est par essence vivant, c'est votre âme. Vous ne pouvez pas comprendre le passage du vivant au mort ou du mort au vivant. Vous devez donc dissocier les 2 plans et admettre un plan où la vie est toujours vie et un plan où, d'une certaine manière, la mort est toujours mort. L'aristotélisme a une théorie très subtile du point de passage, c'est-à-dire une physique qui introduit l'idée, en quelque sorte, de segments ouverts et de segments fermés. Pour Aristote, un instant de passage appartient à la fois au passé et au présent. Mais un état changeant, l'état de vie puis l'état de mort, un état changeant est séparé par un état qui, lui, c'est une décision fondamentale de la philosophie aristotélicienne, faite au livre 8 de la physique, par un état qui, lui, appartient à la phase seconde dans le changement. C'est-à-dire que pour Aristote, vous avez un état ouvert, un état de vie ouvert, qui se prolonge comme un ouvert, topologiquement parlant, et qui vient s'achever, pour ainsi dire, avec une séquence fermée où la mort commence. Ce qui veut dire, pour Aristote, que la mort est d'une certaine manière une conséquence de la vie, la mort habite d'une certaine manière le processus de vie, mais il y a quand même une séquence, une coupure en quelque sorte, entre la mort et la vie. Ce qui aura des conséquences fondamentales sur l'éthique aristotélicienne, sur le fait précisément que vous devez développer certaines valeurs, disons, durant ce moment où votre vie
n'est pas encore sur le bord de la mort. Si vous prenez les deux systèmes qui restent, le continuisme stoïcien absolu, vous avez les deux autres possibilités, en quelque sorte physiologiques, qui s'offrent à vous pour conceptualiser la mort. Le stoïcisme d'abord, continuisme absolu. Les stoïciens sont les seuls philosophes de l'Antiquité qui ont admis que vous pouviez avoir deux états contraires dans le même instant de temps. Pour les stoïciens, dans l'instant de temps où vous mourrez, alors vous êtes à la fois vivant et mort, ce que refusaient les ouverts fermés d'Aristote. Donc vous êtes à la fois vivant et mort, c'est-à-dire que vous participez d'un cosmos dont vous êtes une partie, et vous y participez à la fois par votre vie et par votre mort. C'est-à-dire que votre vie s'intègre dans une vie globale qui, en quelque sorte, la dépasse. Vous êtes continu à la fois localement et temporellement avec votre environnement direct. Les épicuriens, enfin, les atomes d'Épicure, le temps discret, la matière discrète, le mouvement composé de séquences discrètes, si vous voulez, vous avez là l'opposé du système stoïcien. Et les épicuriens vont donc développer la thèse, vous l'avez peut-être déjà rencontré quand vous avez lu des textes plus populaires des épicuriens, que la mort n'est rien pour nous. Alors c'est un topos épicurien, vie heureux, vous vous rappelez, profite de la vie puisque la mort n'est rien pour toi. Pourquoi la mort n'est rien pour toi? Parce que quand tu es vivant, tu n'es pas mort, et quand tu es mort, tu n'es pas vivant pour te rendre compte que tu es mort. Vous vous rappelez ce magnifique lieu que vous trouvez dans les textes d'Épicure conservés, mais surtout chez Lucrèce. C'est précisément la conséquence éthique d'un principe physique, c'est-à-dire d'une physique discrète. L'idée étant que, contrairement au stoïcisme, il n'y a pas un instant où tu seras mort et vivant. Il n'y a pas un instant de temps où tu pourras à la fois donc être mort et être vivant pour contempler ta mort. C'est ça, en quelque sorte, je dirais, la grandeur de la philosophie ancienne. C'est le fait que l'on n'a presque jamais autant travaillé, puisqu'on n'avait pas on ne pouvait rien imposer par le haut, il n'y avait pas de Dieu tout-puissant pour vous expliquer comment le monde doit s'organiser. On n'a presque jamais autant travaillé dans l'histoire de la philosophie la nécessaire cohérence de toutes les affirmations que vous proférez, c'est-à-dire la façon dont la logique, la physique et l'éthique s'imbriquent. Alors d'où cela vient-il en quelque sorte? Si je remonte au-delà de l'époque hellénistique, je trouve tout d'abord les présocratiques, je trouve ensuite Platon et Aristote. Les systèmes ont certes cherché à l'époque hellénistique à explorer les fondements mêmes qui les constituaient. Cela n'aurait pas été possible sans une réflexion profonde sur la cohérence du discours. Et cette réflexion profonde sur la cohérence du discours s'est déployée à la croisée de deux chemins de la philosophie très ancienne, dans la philosophie ancienne, une réflexion légale, donc une réflexion sur la politique, une réflexion sur l'organisation de la cité, qui s'ancre dans une problématique très grecque, qui était celle du travail de constitution impliqué par la colonisation du pourtour méditerranéen, enfin, surtout oriental, et par un fait tout à fait remarquable dans l'histoire des idées ou dans l'histoire des sciences, qui est l'idée, si vous voulez, d'une démonstration mathématique rigoureuse. Ce sont deux événements qui se produisent au VIe puis surtout Ve siècle. Donc cette idée, non pas cette invention des mathématiques, les Babyloniens faisaient des mathématiques de haut niveau, les Égyptiens aussi, mais cette idée d'une formalisation rigoureuse de la preuve. Donc si vous voulez, cette nécessité de pouvoir contrôler tous les éléments du discours, cette nécessité de pouvoir réfléchir sur ses propres fondements, est une nécessité qui a vu le jour dans la rencontre, en quelque sorte, la rencontre ancienne d'une réflexion politique et d'une réflexion mathématique. On en trouve des traces donc, dans ces réflexions physiques, par exemple, qui s'intéressent de près au continu. On en trouve des traces dans le travail éthique postérieur. Et encore une fois, c'est, me semble-t-il, l'intérêt principal d'une étude de la philosophie antique. Donc non pas chercher un socle identitaire ou quoi que ce soit de ce type, non pas un folklore pur, voir comment des gens un peu bizarres pensaient à certains problèmes, mais étudier avec quelle finesse ils ont essayé de penser de manière rigoureusement systématique sur des questions qui ne sont plus les nôtres. Et c'est ce jeu de similitudes et de différences par rapport à notre présent philosophique qui me paraît rendre la philosophie antique intéressante. Je vous remercie.